Le téléphone sonna à 15h47 précise, un mardi qui commençait comme tous les autres. Jasmine pliait du linge dans leur chambre en fredonnant doucement, lorsque le nom de Marcus apparut sur son écran. Elle sourit, pensant qu'il l'appelait pour lui dire qu'il serait encore en retard au travail. « Et bébé » répondit-elle en coinçant le téléphone entre son oreille et son épaule tout en continuant à plier ses chemises. Jasmine. Sa voix était froide, différente. Ce n'était pas le ton chaleureux qu'elle avait entendu pendant 12 ans de mariage. Et divorce. Et j'ai déjà vendu la maison. La chemise lui tomba des mains. Quoi? Marcus, de quoi parles-tu? Son rire résonna dans le téléphone comme du verre brisé. Tu m'as bien entendu. J'en ai fini avec ce mariage. J'en ai fini avec toi. La maison a été vendue la semaine dernière. Vous avez 30 jours pour partir. Mais c'est notre maison. Nous l'avons construite ensemble. Tu ne peux pas. Moi, je peux, et je l'ai fait. Mon avocat enverra les papiers. Oh, et Jasmine, merci de m'avoir facilité la tâche. Toutes ces nuits où tu pensais que je travaillais tard, j'étais avec quelqu'un qui m'appréciait vraiment. La ligne a été coupée. Jasmine se tenait là, le téléphone toujours collé à l'oreille, attendant qu'il la rappelle pour lui annoncer une blague de mauvais goût. Le panier à linge était à ses pieds, ses vêtements éparpillés sur le parquet qu'ils avaient choisi ensemble 3 ans plus tôt. Ce même parquet où ils avaient dansé sur leur chanson de mariage pour leur anniversaire de mariage, 2 mois plus tôt. Ses jambes cédèrent. Elle s'affala sur leur lit, son lit apparemment, et fixa la photo encadrée sur la table de nuit. Le jour de leur mariage. Elle était radieuse en blanc, il était beau en smoking, tous deux riaient d'une phrase que son témoin avait murmurée. Ils avaient l'air si heureux. Tellement amoureux. Tellement stupide. La maison semblait différente maintenant. Chaque recoin recelait un souvenir qui venait d'être empoisonné. La cuisine où ils préparaient ensemble les dîners du dimanche. Le salon où ils planifiaient leur avenir en parlant d'enfants et de vieillir ensemble. Le jardin où elle avait planté des rosiers, pensant qu'il les verrait fleurir pendant des décennies. Que des mensonges. Elle traversait chaque pièce comme un fantôme, touchant des murs qui ne lui appartenaient plus, regardant des meubles qu'elle avait aidé à choisir mais sur lesquels elle n'avait apparemment aucun droit. Comment était-ce possible? Comment pouvaient-ils vendre leur maison sans sa signature? Comment 12 ans pouvaient-ils ne rien signifier? Son téléphone vibra. Un texto de sa sœur Carmen. « Ma fille, tu ferais mieux de me rappeler. J'ai essayé de te joindre toute la journée. » Les mains de Jasmine tremblaient lorsqu'elle composa le numéro. « Enfin, où étais-tu? Je suis passé devant chez toi et j'ai vu un panneau « Vendu ». Que se passe-t-il? Marcus divorce. Tu as vendu la maison. Il me reste 30 jours. Les mots sont sortis sans émotion. Elle se sentait engourdie. Quoi? Cet homme a perdu la tête. Viens ici tout de suite. Il faut qu'on trouve une solution. Mais Jasmine ne pouvait pas bouger. Elle était assise sur le canapé qu'ils avaient acheté ensemble pour leur premier appartement, celui qu'elle avait tenu à garder tant il contenait de souvenirs. De bons souvenirs. Des vrais souvenirs. Ou plutôt, en était-il vraiment? Depuis combien de temps préparait-il cela? Depuis combien de temps lui mentait-il au visage? L'embrassait-il pour lui dire au revoir le matin? Lui disait-il qu'il l'aimait le soir? Depuis combien de temps était-il avec quelqu'un d'autre pendant qu'elle l'attendait, lui gardant son dîner au chaud? La porte d'entrée s'ouvrit. Elle entendit ses clés heurter le bol près de l'entrée, ses pas dans l'escalier. Des bruits normaux. Des brutes routiniers. Comme tous les jours, sauf que tout était différent. Jasmine, il l'appela comme si de rien n'était. Elle resta silencieuse. Il la trouva dans le salon, toujours en tenue de travail, après avoir travaillé au centre communautaire où elle aidait les enfants à faire leurs devoirs. Toujours au téléphone. Toujours en train d'essayer de comprendre comment sa vie avait basculé en un seul coup de fil. « Il faut qu'on parle » dit-il en desserrant sa cravate. La même qu'elle lui avait offerte pour Noël. « Tu veux parler maintenant, après avoir détruit notre mariage au téléphone ?» Il s'assit en face d'elle, et non plus à côté d'elle comme avant. La distance entre eux était infranchissable. « Écoutez, ça ne marche pas. On le sait tous les deux. On est comme des colocataires, pas comme un mari et une femme. À quand remonte la dernière fois où on s'est vraiment parlé? Vraiment connecté? Ce matin, quand tu m'as dit que tu m'aimais et que tu m'as embrassé pour me dire au revoir. Ce n'est pas ce que je veux dire, et tu le sais. » Elle le fixa du regard. Cet homme avec qui elle avait partagé son lit pendant 12 ans. Cet homme dont elle avait soutenu les rêves, dont elle avait pris soin de la mère pendant sa maladie, dont elle avait tenu la main à chaque crise. Qui est-elle? Peu importe. Qui est-elle?
Marcus. Il détourna le regard. Elle s'appelle Tiffany. Elle travaille à mon bureau. Elle me comprend. Elle me redonne l'impression d'être en vie. Et ce n'est plus le cas. Plus pour longtemps. Ces mots la frappèrent comme une claque. Elle repensa à toutes les fois où elle avait essayé de renouer avec lui. Aux dîners romantiques pour lesquels il était trop fatigué. Les voyages du week-end qu'il avait annulés pour le travail. Les conversations qu'il avait interrompues pour répondre à son téléphone. Son téléphone, qu'il a soudainement gardé comme s'il contenait des codes nucléaires. Combien de temps? Est-ce important? Combien de temps, Marcus? 8 mois. 8 mois. Pendant qu'elle préparait leur anniversaire. Pendant qu'elle lui parlait d'essayer à nouveau d'avoir un enfant. Pendant qu'elle vivait un mariage qui n'existait que dans sa tête. La maison est à mon nom. Mon crédit l'a acheté. Mes revenus me permettaient de payer le prêt immobilier. De toute façon, avec un salaire de 8 livres sterling, tu ne peux pas te le permettre. La cruauté dans sa voix était nouvelle. Ou peut-être que ça avait toujours été là et qu'elle était trop amoureuse pour l'entendre. Nous sommes mariés. J'ai des droits. Vérifiez l'acte. Vérifiez les documents hypothécaires. Votre nom n'est inscrit sur rien d'important. Elle sentit le sang lui quitter le visage. Il avait raison. Quand ils avaient acheté la maison, son score de crédit était plus élevé. Son emploi était plus stable. Il était logique que tout soit à son nom. Elle lui faisait confiance. Ils étaient mariés. Qu'est-ce qui était à lui? Non, tu as tout planifié, murmura-t-elle. J'ai l'intention d'être heureuse. Ce que je n'ai pas été depuis des années. Elle avait envie de crier. Lui jeter quelque chose. Lui demander comment il pouvait rester assis là et réécrire toute leur histoire. Mais elle restait assise là, à regarder sa vie s'écrouler, tandis qu'il ramassait les peluches de sa manche comme si c'était un mardi comme les autres. Je vais me battre. Avec quel argent? Avec quel avocat? Sois French, Jasmine. Tu n'as rien. Pas de maison, pas de compte d'épargne à ton nom, pas de crédit. Je te porte depuis des années. Et travaille. Je contribue aux dépenses du ménage. Ton petit boulot à temps partiel, ça couvre à peine les courses. Tout le reste, l'hypothèque, les voitures, l'assurance, les charges, c'est moi. Elle réalisa alors avec quelle prudence il l'avait positionnée. Avec quelle méthodique il s'était assuré qu'elle dépendait de lui. Les comptes joints qu'il contrôlait. Les cartes de crédit à son nom dont elle n'était qu'une utilisatrice autorisée. La voiture qui était immatriculée à son nom. Il avait construit une cage autour d'elle pendant des années et elle l'avait aidé à le faire. 30 jours, dit-il en se levant. C'est plus que généreux. La plupart des gens vous donneraient 2 semaines. Il se dirigea vers l'escalier puis s'arrêta. Oh, et Jasmine? N'essaie pas de prendre quoi que ce soit qui ne t'appartient pas clairement. J'ai déjà tout documenté dans la maison. Mon avocat dit que si vous prenez ce qui m'appartient, c'est du vol. Elle était assise seule dans le salon tandis que le soleil se couchait à travers des fenêtres qui allaient bientôt appartenir à des inconnus. 12 ans de mariage réduits à 30 jours de bagages. Un appel téléphonique s'est effondré sur toute une vie de rêve. Mais alors qu'elle était assise là, dans l'obscurité grandissante, quelque chose a commencé à s'éveiller en elle. Pas la tristesse, pas de désespoir, de la colère. Une colère pure et brûlante. Marcus se croyait si intelligent. Il pensait avoir joué parfaitement. Il pensait qu'elle allait simplement se retourner et disparaître discrètement. Il avait tort. Jasmine dormit à peine cette nuit-là. Elle resta allongée de son côté du lit tandis que Marcus ronflait paisiblement à côté d'elle, comme s'il n'avait pas fait exploser leur vie quelques heures plus tôt. Comment pouvait-il dormir? Comment pouvait-il rester allongé là, si calme, alors qu'elle avait l'impression que sa poitrine se fendit? À 5 heures du matin, elle renonça à se reposer. Elle prépara du café dans la cuisine qui appartiendrait bientôt à quelqu'un d'autre et s'assit à la table, où ils avaient partagé des milliers de repas. Tout semblait différent maintenant, comme si elle voyait sa propre vie à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Son téléphone a vibré. « Carmen, je sais que tu es réveillée. J'ai passé la nuit à penser à ce bazar. Tu dois venir tout de suite. Apporte tous les papiers que tu peux trouver. » Jasmine regarda autour d'elle. Leur maison. Sa maison. Par où commencer? Après que Marcus soit parti travailler, l'embrassant sur la joue comme il le faisait chaque matin depuis 12 ans, l'hypocrite, elle commença à chercher. Elle commença par son bureau, la pièce où elle entrait rarement car c'était son espace. Les tiroirs étaient fermés à clé, mais elle savait où il gardait la clé. Derrière la photo de famille sur son étagère. La même photo où elle souriait comme une idiote, croyant en leur amour.
Dans le premier tiroir, les relevés financiers. Des comptes bancaires dont elle ignorait l'existence. Des portefeuilles d'investissement à son nom. Une deuxième hypothèque sur la maison dont elle n'avait jamais entendu parler. Ses mains tremblaient tandis qu'elle photographiait tout avec son téléphone. Dans le deuxième tiroir, des documents juridiques. Des notes de consultation avec un avocat spécialisé en divorce datant d'il y a 6 mois. 6 mois. Pendant qu'elles préparaient leur dîner d'anniversaire, ils préparaient leur divorce. Mais c'est le troisième tiroir qui lui a retourné l'estomac. Un rapport d'enquêteur privé. À son sujet. Son quotidien. Où elle travaillait. Où elle faisait ses courses. L'adresse de sa sœur. Les noms de ses amis. Des photos d'elle prises à son insu, prenant un café, quittant le travail, entrant chez Carmen. Il l'avait fait suivre. Comme si elle était une sorte de criminelle. Le rapport était complet. Trop complet. Il énumérait son horaire de travail, son salaire, ses maigres atouts, ses faiblesses et sa dépendance à son égard. Cela ressemblait à un plan de bataille. En bas, écrit de la main de Marcus. Le sujet n'a pas de ressources financières indépendantes. Aucune représentation juridique. Système de soutien minimal. La procédure de divorce devrait être simple. Sujet. Il l'avait réduite à un sujet. Elle photographiait chaque page, sa colère grandissant à chaque clic. Puis elle trouva le dernier dossier. Des lettres d'amour. Mais pas pour elle. Ma chérie Tiffany, la première histoire a commencé. J'ai hâte qu'on n'ait plus à se cacher. Bientôt, je serai libéré d'elle et on pourra commencer notre vraie vie ensemble. La maison s'est vendue plus vite que prévu. Mon avocate dit que le divorce sera rapide, car elle n'a rien à se reprocher. D'ici Noël, il n'y aura que toi et moi dans notre nouvel appartement. Leur nouvel appartement. Il avait déjà trouvé un logement avec sa petite amie. Elle lisait chaque lettre, ce qui la rendait encore plus malade. Il a décrit leur mariage comme un poids mort dont il avait besoin de se débarrasser. Il l'a qualifiée d'ignorante et de pathétique. Il a plaisanté sur la facilité avec laquelle il avait réussi à la maintenir dans l'ignorance. La dernière lettre date d'il y a 3 jours. Bébé, je le lui ai dit aujourd'hui. Tu aurais dû voir sa tête. Elle pensait vraiment pouvoir se défendre. Mon avocat avait raison, elle n'a rien. Ni argent, ni propriété, ni pouvoir. Ça va être plus facile que prévu. Commence à chercher des bagues de fiançailles. Je veux faire ma demande dès que le divorce sera prononcé. Jasmine posa la lettre avec précaution. Ses mains ne tremblaient plus. La douleur était toujours là, mais elle était désormais enfouie sous quelque chose de plus dur. Elle photographia tout, puis remit tout exactement comme elle l'avait trouvé. Marcus se croyait très intelligent, mais il avait commis une erreur, il l'avait sous-estimé. Chez Carmen, sa sœur arpentait la cuisine pendant que Jasmine lui montrait les photos. Ce menteur, ce tricheur, ce manipulateur. Carmen Esserita. Pardon? Je sais que tu l'aimais. J'adorais celui que je pensais qu'il était. Cet homme, je ne le connais même pas. Bon, alors c'est quoi le plan? Parce qu'on ne le laissera pas s'en tirer comme ça. Jasmine regarda sa sœur. Carmen était assistante juridique dans un cabinet du centre-ville. Elle savait des choses. Questions juridiques. Il pense que je n'ai pas d'argent pour un avocat. Toi, tu n'en as pas. Pas pour le meilleur, en tout cas. Il pense que je n'ai aucun pouvoir. Jasmine, à quoi penses-tu? Elle sortit les photos des relevés bancaires. Il a caché de l'argent. Regardez ses numéros de compte. Ses portefeuilles d'investissement. Si nous sommes légalement mariés et que je n'étais pas au courant de cet argent, n'est-ce pas une fraude? Carmen se pencha. Continue à parler. Et ce rapport de détective privé. Il m'a fait suivre à mon insu. N'est-ce pas illégal? Dans certains États, oui. Cela dépend des circonstances. Et ça? Elle a montré à Carmen les notes de consultation de l'avocat spécialisé en divorce. Il préparait ça depuis des mois, tout en partageant mon lit. Il me faisait encore signer des documents. Nous prenons encore des décisions communes concernant notre vie. Carmen resta silencieuse un long moment à étudier les documents. Jasmine, il ne s'agit pas seulement de divorce. Il s'agit de fraude financière, d'usurpation d'identité et peut-être de harcèlement. Si tu as raison, Marcus pourrait avoir de sérieux ennuis judiciaires. Tant mieux. Mais pour le prouver, il nous faut plus que des photos. Nous avons besoin des originaux. Nous avons besoin de relevés bancaires. Nous avons besoin de documents démontrant un schéma de tromperie et de manipulation financière. Comment on fait ça? Carmen sourit. Ce n'était pas un sourire agréable. Laisse-moi faire.
Ma patronne me doit des services et elle déteste les maris infidèles. Mais Jasmine, si on fait ça, on ne reviendra pas en arrière. Ce ne sera pas juste un divorce. Cela pourrait le détruire. Jasmine repensa au rire de Marcus au téléphone, à ses lettres à sa petite amie qu'il a traitée de pathétique. Environ 12 années de sa vie passées à être considérée comme un poids mort. Bien, répéta-t-elle. Ce soir-là, elle prépara le dîner comme toujours. J'ai mis la table comme toujours. J'ai attendu le retour de Marcus comme toujours. Mais tout était différent maintenant. Il est entré à 7h30, comme d'habitude. Il l'a embrassé sur la joue, comme d'habitude. Il lui a demandé comment s'était passée sa journée, comme d'habitude. Bien, dit-elle en lui servant son assiette. Comment était le travail? J'étais occupé. Un gros projet à venir. Je devrais peut-être encore travailler tardement. Elle hocha la tête en découpant son poulet. Bien sûr. Je comprends. Ils mangèrent en silence, comme tant d'autres soirs auparavant. Mais maintenant, elle savait pourquoi il ne lui parlait plus. Il réservait ses mots à Tiffany. J'ai réfléchi à ce que tu as dit hier, dit-elle prudemment. Il leva les yeux, surpris. Waze. À propos du divorce. Tu as peut-être raison. Peut-être que nous nous sommes éloignés. Son soulagement était visible. Je suis content que tu sois raisonnable à ce sujet. Je veux que ce soit aussi simple que possible. Pour nous deux. C'est génial, Jasmine. Vraiment mature. Elle sourit. J'ai quand même quelques questions. À propos des finances. À propos de ce à quoi j'ai droit. Son expression changea légèrement. Mon avocat s'occupe de tout ça. Tu n'as pas à t'en soucier. Mais je devrais comprendre ce qui se passe. Non? On est mariés depuis 12 ans. Il doit bien y avoir des actifs sur lesquels je peux prétendre. Par exemple, quoi? Votre plan 401K. Les investissements. Des comptes d'épargne. Jasmine. Sa voix était sèche. Je te l'avais dit. Mon avocat s'en occupe. Vous n'avez pas à vous soucier de l'argent. Ça a toujours été mon domaine. Elle hocha la tête humblement. Tu as raison. Je suis désolé. J'ai peur, je suppose, d'être seul. Son expression est séduisante. Bien. Il la voyait toujours comme impuissante. Tout ira bien. Tu es plus fort que tu ne le penses. Si seulement il savait à quel point il avait raison. Après le dîner, tandis qu'il regardait la télévision, elle nettoya la cuisine et fit ses plans. Carmen devait rencontrer son patron le lendemain. D'ici la fin de la semaine, il saurait exactement sur quel pied danser. Marcus pensait d'avoir toutes les cartes en main. Mais il avait commis une erreur cruciale. Il avait supposé qu'elle resterait la même personne qu'elle avait toujours été. L'épouse confiante. Le partenaire dépendant. La femme qui le laissait gérer tout ce qui était important. Mais cette femme était morte la veille à 15h47. La femme qui faisait la vaisselle dans sa cuisine était une inconnue. Une personne en colère. Une personne qui n'avait plus rien à perdre. Et cela la rendait très dangereuse. L'avocate principale de Carmen, Patricia Williams, était une femme d'une 50aine d'années, brillante, qui s'était bâtie une réputation en détruisant les conjoints infidèles lors des divorces. Elle observait les photos de Jasmine avec l'intensité d'un chirurgien examinant des radiographies. C'est bien, dit-elle finalement. Très bien. Mais les photos ne résisteront pas au tribunal. Il nous faut les originaux. Comment les obtenir sans qu'il le sache? Demanda Jasmine. Légalement, en tant qu'épouse, vous avez le droit d'accéder aux documents financiers du mariage. L'astuce, c'est de les obtenir avant qu'il ne sache que vous le cherchez. Carmen se pencha. Et le rapport du détective privé? C'est là que ça devient intéressant. Dans cet état, il est illégal d'engager quelqu'un pour suivre son conjoint à son insu, sauf dans des circonstances très particulières. Aucune de ces circonstances ne s'applique ici. Patricia Surratt-Freudman. Marcus vient peut-être de nous confier une affaire pénale en plus du divorce. Jasmine a ressenti une lueur d'espoir. Qu'est-ce que cela signifie? Votre mari pourrait être accusé de harcèlement criminel et d'atteinte à la vie privée. Et si nous pouvons prouver qu'il a systématiquement dissimulé des biens matrimoniaux pendant la préparation du divorce, ce sera une fraude financière. La pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement de la climatisation. « Que attends-tu de moi » demanda Jasmine. « Tous vos relevés bancaires. Toutes vos déclarations de revenus. Chaque bout de papier avec vos 2 noms dessus. Et j'ai besoin que vous documentiez tout. À partir de maintenant, chaque conversation, chaque texto, chaque interaction. Et ces honoraires? Demanda Carmen à voix basse. Patricia regarda Jasmine un long moment.
Je prends cette affaire en sous-traitance. Quand nous gagnerons, et nous gagnerons, je prendrai mes honoraires sur ce que nous récupérons auprès de ton mari. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que j'ai vu ce schéma 1000 fois. Des hommes qui pensent pouvoir jeter leurs femmes comme un charlatan. Les hommes qui pensent que les femmes sont trop faibles ou trop stupides pour riposter. Son regard s'est durci. J'aime leur prouver le contraire. Au cours des 3 jours suivants, Jasmine est devenue une espionne chez elle. Pendant que Marcus était au travail, elle a photographié méthodiquement chaque document de son bureau. Des relevés bancaires remontant à 5 ans. Des portefeuilles d'investissement valant des centaines de milliers de dollars dont elle ignorait l'existence. Des déclarations de revenus révélant des sources de revenus dont elle ne l'avait jamais entendu parler. Le schéma était clair. Depuis 3 ans, Marcus transférait lentement de l'argent sur des comptes à son nom. Il réduisait le solde de leurs comptes joints tout en amassant un patrimoine secret ailleurs. Mais la découverte la plus accablante se trouvait dans ses emails. Elle a trouvé ses mots de passe écrits sur un post-it dans le tiroir de son bureau. Apparemment, la ruse ne s'étendait pas à la cybersécurité. Son email racontait toute l'histoire. Message à son avocat spécialisé en divorce détaillant des stratégies pour dissimuler ses actifs. Communication avec son conseiller financier sur la protection de son patrimoine en cas de divorce. Instructions à son comptable concernant la restructuration de ses investissements. Et des dizaines de courriels à Tiffany. Ces courriels dressaient le portrait d'un homme qui avait planifié ce divorce comme une campagne militaire. Chaque geste était calculé. Tous les angles ont été couverts. Chacune de ses faiblesses a été cataloguée et instrumentalisée. Dans un courriel adressé à son avocat, il a écrit qu'elle n'avait jamais prêté attention à ses finances. Elle ne sait même pas ce que nous avons ni où c'est conservé. Cela devrait être simple. Dans un autre rapport, le détective privé a confirmé qu'elle ne disposait d'aucune ressource indépendante ni d'aucune expertise juridique. Elle ne saura pas pourquoi se battre. Mais ce sont ses emails à Tiffany qui ont véritablement révélé sa personnalité. J'ai hâte d'en finir avec cette mascarade, avait-il écrit le mois dernier. 12 ans à faire semblant de tenir à quelqu'un qui m'ennuie à mourir. Au moins, c'est presque fini. Et elle pense vraiment qu'on est heureux. C'est pathétique, non? Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Jasmine a tout imprimé. Chaque page lui semblait être la preuve de sa propre stupidité, mais aussi une arme pour la guerre à venir. Pendant ce temps, elle jouait l'épouse parfaite et bienveillante. Elle lui préparait ses repas, lavait son linge, souriait lorsqu'il l'embrassait pour lui dire au revoir. Elle lui demandait même comment s'était passée sa journée, le laissant lui mentir en pleine face en disant qu'il travaillait tard. « Tu gères ça si bien, lui dit-il un soir. J'admire vraiment ta maturité. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour nous deux, répondit-elle en lui servant le dessert. Le même dessert qu'elle préparait chaque année pour leur anniversaire. L'ironie ne lui échappait pas. Tiffany disait que tu avais l'air d'une personne raisonnable. Je suis content qu'elle ait eu raison. La main de Jasmine serra la cuillère de service. Tu lui as parlé de moi? Eh bien oui. Elle s'inquiétait de la façon dont tu réagirais à la nouvelle. C'est une personne très attentionnée. Attentionnée. La femme qui couchait avec le mari d'une autre depuis 8 mois était attentionnée. J'aimerais la rencontrer un jour, dit Jasmine d'un ton détaché. Ça aiderait peut-être, tu sais, ça rendrait tout ça moins gênant. Marcus avait l'air mal à l'aise. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi pas? Si on veut tous être civilisés. Peut-être plus tard. Quand les choses seront plus stables. Elle hocha la tête, mais prit note mentalement. Il protégeait Tiffany. Ce qui signifiait que Tiffany ignorait tout de ce que Marcus faisait. Cette nuit-là, alors que Marcus dormait à ses côtés, Jasmine fixait le plafond et planifiait. Patricia Williams montait un dossier qui non seulement garantirait le règlement de sa liaison, mais mettrait également Marcus en danger juridique. Les preuves étaient accablantes. Mais Jasmine voulait plus que de l'argent. Elle voulait que Marcus ressente ce qu'elle avait ressenti lorsqu'il l'avait appelé ce mardi après-midi. Le choc, la trahison, l'anéantissement total de tout ce qu'elle croyait réel. Elle voulait qu'il sache ce que l'on ressent lorsqu'on perd tout en un instant. Le lendemain matin, Marcus partit au travail d'un pas léger. Il pensait probablement à la facilité avec laquelle tout cela se déroulait, à la perfection de son plan. Jasmine attendit que sa voiture soit hors de vue, puis passa un coup de fil. « Patricia? C'est Jasmine. J'ai tout ce qu'il te faut. Quand est-ce qu'on dépose son dossier? Tu peux venir vite? Je pars. » En se rendant au cabinet de Patricia,
Jasmine repensa à la femme qu'elle était une semaine plus tôt. Cette femme avait une confiance totale. Elle avait cru en l'amour, au mariage et à la vie en couple. Elle avait construit toute son identité autour de son statut d'épouse de Marcus. Cette femme avait disparu. La femme qui roulait vers le centre-ville était plus difficile, plus intelligente, plus en colère. Et elle allait montrer à Marcus à quel point il s'était trompé à son sujet. Les documents ont été déposés cet après-midi-là. La loi exigeait que Marcus soit signifié dans les 24 heures. Jasmine a choisi de le faire signifier au travail. À son bureau, devant Tiffany. Elle apprenait qu'une vengeance était mieux servie en public. Jasmine avait soigneusement choisi sa tenue ce jeudi matin. Une robe noire qui, selon Marcus, lui allait à ravir. Les perles qu'il lui avait offertes pour leurs 10 ans de mariage. Son alliance était polie pour capter la lumière. Elle ressemblait à l'épouse parfaite, ce qui rendait ce qui allait se passer encore plus satisfaisant. Marcus partit travailler à l'heure habituelle, l'embrassant sur la joue et lui disant qu'il serait encore en retard. Une présentation importante aujourd'hui. Dit-il. Je ne rentrerai peut-être pas avant 21 heures. Bonne chance, ma chérie, répondit-elle en redressant sa cravate. Je sais que tu réussiras. Il sourit, pensant probablement à la facilité qui allait bientôt lui être offerte. Plus besoin de faire semblant. Plus de mensonges. Juste lui, Tiffany et tout l'argent qu'il avait volé. À 10h30, Jasmine a appelé le bureau de Patricia. Envoyez l'huissier immédiatement. Marcus travaillait pour un cabinet comptable de taille moyenne du centre-ville. Leur bureau était situé au 15e étage d'une tour de verre, entièrement ouvert et meublé de façon moderne. Jasmine avait assisté à quelques fêtes d'entreprise au fil des ans. Elle connaissait l'agencement. Elle savait aussi que Tiffany travaillait au marketing, 3 box plus bas que la salle de pause. À 11h15, Jasmine se posta de l'autre côté de la rue, dans un café offrant une vue dégagée sur le hall de l'immeuble. À 11h30, elle vit entrer l'huissier. Une femme à l'allure professionnelle, en tailleur, tenant une enveloppe en papier craft. Son téléphone a sonné 20 minutes plus tard. Madame Patterson, ICI Patricia Williams. Les papiers ont été signifiés. Comment l'a-t-il pris? D'après notre serveur, et je cite, pas bien. Apparemment, il est devenu très pâle et a commencé à poser beaucoup de questions à voix haute. Devant tout son bureau, Jasmine Surratt et la plainte pénale, déposée ce matin. Le procureur s'intéresse de près aux accusations de harcèlement. Apparemment, ils ont monté des dossiers contre des détectives privés qui opèrent en dehors de la loi. Que va-t-il se passer maintenant? Attendons qu'il appelle son avocat. Ce qui devrait arriver dans environ 5 minutes. Il a fallu 3 minutes. Jasmine était encore au café quand son téléphone a vibré, avec un message de Marcus. Il faut qu'on parle. Tout de suite. Elle termina lentement son café au lait puis rentra chez elle. La voiture de Marcus était déjà garée dans l'allée. Elle l'entendait faire les 100 pas dans son bureau et parler rapidement au téléphone. « Que veux-tu dire par accusation criminelle ?» Sa voix résonna dans toute la maison. « C'est un divorce, pas une affaire fédérale. » Elle s'assit dans le salon et attendit. 20 minutes plus tard, il la retrouva là, lisant un magazine comme si de rien n'était. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Il lui agita les papiers du divorce. « Je pensais que tu serais heureuse. N'est-ce pas ce que tu voulais? Pas comme ça. C'est quoi, cette histoire de bien caché et de fraude? » Elle leva les yeux de son magazine. « Je ne vois pas de quoi tu parles. Jasmine, ne fais pas l'idiote avec moi. Ces papiers prétendent que j'ai caché de l'argent et violé ta vie privée. Vraiment? Là n'est pas la question. En fait, Marcus, c'est exactement ça. » Il la fixa du regard. Elle voyait les rouages tourner dans sa tête, essayant de comprendre comment sa femme, impuissante et désemparée, avait réussi à engager un avocat et à monter un dossier contre lui. « Où as-tu trouvé l'argent pour Patricia Williams? Sais-tu combien elle facture? Elle travaille au forfait. » « Au forfait? Qu'est-ce que ça veut dire? » « Ça veut dire qu'elle n'est payée que si nous gagnons. Quand on prouvera que tu m'as volé. » Son visage devint blanc. « Voilà. On est mariés. Vous ne pouvez pas voler votre propre femme. Vous le pouvez si vous dissimulez des biens pendant une procédure de divorce. Vous le pouvez si vous transférez systématiquement les biens matrimoniaux sur des comptes auxquels elle n'a pas accès. Tu peux si tu mens sur tes revenus et tes investissements tout en prévoyant de la laisser sans rien. Comment le sais-tu? Il s'est arrêté? De quoi, Marcus? Des comptes bancaires dont j'ignorais l'existence? Des investissements faits avec l'argent que je pensais qu'on économisait ensemble?
Du détective privé que tu as engagé pour me suivre comme un criminel, il s'est lourdement assis sur sa chaise. Tu as fouillé mes affaires. J'ai exercé mon droit légal d'accès au dossier financier du mariage. Vous n'y aviez aucun droit. J'en avais tous les droits. On est toujours mariés, tu te souviens, jusqu'au divorce, ce qui est à toi est à moi. C'est comme ça que fonctionne le mariage. Elle le voyait bien essayer de limiter les dégâts. J'essaie de comprendre ce qu'elle savait et ce qu'elle pouvait prouver. Écoute, on est peut-être parti du mauvais pied. On peut régler ça sans avocat. Comme si tu avais réussi à vendre notre maison sans me le dire. J'allais te le dire. Quand? Après avoir emménagé avec Tiffany? Son visage est devenu blême. Comment sais-tu pour Tiffany? Oh Marcus. Je sais tout. Elle sortit son téléphone et ouvrit les photos qu'elle avait prises de ses lettres d'amour. Elle commença à lire. Ma chérie Tiffany, j'ai hâte qu'on n'ait plus à se cacher. Bientôt, je serai libéré d'elle. Arrête. Et nous pourrons commencer notre vraie vie ensemble. La maison s'est vendue plus vite que prévu. Arrête. À Noël, il n'y aura que toi et moi dans notre nouveau chez nous. Il se jeta sur son téléphone, mais elle était prête. Elle se leva et recula. Ne t'inquiète pas, j'ai des copies. Beaucoup de copies. D'ailleurs, mon avocat en a des copies. Le procureur en a aussi. Je pense faire un album. Espèce de vindicatif. Attention, Marcus. Choisis bien tes mots. Tout ce que tu diras désormais pourra être retenu contre toi au tribunal. Il la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. Tu n'es pas la femme que j'ai épousée. Non, je ne le suis pas. La femme que tu as épousée te faisait confiance. Elle a cru en toi. Elle pensait que tu étais un homme bien qui ne lui mentirait jamais, ne la volerait jamais, ne la trahirait jamais. Elle a souri, et ce n'était pas un sourire aimable. Cette femme était une idiote. Que veux-tu? La justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas me donner la moitié de tout. Le vrai tout. Pas seulement les miettes que tu comptais me laisser. Très bien. On peut négocier. Ça veut dire que tu vas être poursuivi pour harcèlement et fraude. Des accusations criminelles? Pour avoir engagé un détective privé? Pour avoir suivi ta femme à son insu? Pour avoir systématiquement dissimulé des biens matrimoniaux? Pour fraude financière? Elle comptait sur ses doigts. Oh, et tu te parjures si tu mens sous serment à ce sujet. Tu es restée silencieuse un long moment. Depuis combien de temps le sais-tu? Est-ce important? Depuis combien de temps, Jasmine? Depuis mardi. Depuis que tu m'as appelé à 15h47 et que tu as ri en détruisant notre mariage, tu prépares ça depuis 5 jours. Je monte mon dossier depuis 5 jours. Tout comme tu montes le tien depuis 6 mois. Il se leva et se remit à faire les 100 pas. C'est dingue. On peut trouver une solution. On n'a pas besoin d'avocats, de tribunaux et... Marcus. Quelque chose dans sa voix le fit s'arrêter. Tu m'as traité de pathétique. Dans tes mains, tu m'as traité de pathétique. Tu as dit que j'étais trop stupide pour riposter. Tu as dit que je n'avais rien. Il ne pouvait pas la regarder dans les yeux. Tu avais tort. Son téléphone vibra. Un SMS de Patricia. Plainte pénale déposée. Mandat d'arrêt émis. Ils l'arrêteront demain matin. Jasmine regarda Marcus, cet homme qu'elle aimait depuis 12 ans, cet inconnu qui lui avait volé sa vie, et en riait. Fais tes bagages, dit-elle doucement. Quoi? Fais tes valises. Tu ne dors pas ici ce soir. C'est ma maison. En fait, c'est un bien matrimonial qui est maintenant gelé en attendant un procès. Et j'ai une ordonnance restrictive. Elle a sorti une autre série de papiers. Tu dois rester à au moins 150 mètres de moi. Une ordonnance restrictive? Pour quel motif? Pour harcèlement. Pour me faire suivre. Atteinte à la vie privée. Oh, et le juge était très intéressé par vos courriels concernant votre demande de me faire sortir de chez vous. Marcus lut les journaux, son visage pâlissant à chaque ligne. Où suis-je censé aller? J'ai entendu dire que Tiffany avait un endroit sympa. Il la regarda une dernière fois, comme s'il espérait retrouver une trace de l'ancienne Jasmine. Celle qui pardonne. La compréhensive. Elle lui rendit son regard froid. 30 minutes, dit-elle. Puis j'appelle la police. Tandis qu'il montait faire ses bagages, Jasmine, assise dans leur salon, ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des jours. La paix. La guerre ne faisait que commencer, mais elle avait remporté la première bataille. Et Marcus commençait enfin à comprendre à quoi il avait vraiment affaire. Marcus fut arrêté à 7h30 le vendredi matin. Il n'était pas chez lui, il avait passé la nuit à l'hôtel, Tiffany n'étant apparemment pas prête à accueillir des invités. Mais à son bureau, devant tous ses collègues, Carmen avait appelé Jasmine pour lui annoncer la nouvelle. « Ma fille,
Tu aurais dû voir la vidéo. Quelqu'un l'a postée sur les réseaux sociaux. On le voit menotté et emmené devant tout le monde. Comment quelqu'un a-t-il pu filmer? Apparemment, une de ses collègues le soupçonne depuis des mois. Elle pense qu'il a débité des dépenses personnelles sur des comptes d'entreprise. Voyant son arrestation, elle a commencé à filmer. Jasmine ressentit un léger frisson de satisfaction. Marcus avait toujours été si fier de sa réputation professionnelle. Il parlait toujours de sa position au sein du cabinet, de ses relations avec les clients, de ses perspectives d'avenir. Tout cela avait disparu. Son téléphone sonna. Un numéro connu. « Allô? Ici Tiffany Rodriguez. Je crois qu'il faut qu'on parle. » Jasmine Sarah, le téléphone plus fort. L'autre femme. Celle que Marcus avait choisie après 12 ans de mariage. « Je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à nous dire. S'il te plaît? Je sais que tu me détestes probablement, mais il y a des choses que tu dois savoir. Des choses que Marcus ne t'a pas dites. Comme, on peut se voir, dans un lieu public. J'ai des informations. » Le premier réflexe de Jasmine fut de raccrocher. Mais quelque chose dans la voix de Tiffany l'arrêta. Elle semblait effrayée. « Pourquoi voudrais-tu m'aider? » « Parce que je crois qu'on s'est fait avoir toutes les deux. » Ils se sont rencontrés dans un restaurant du centre-ville, loin du bureau de Marcus et de leur lieu de prédilection. Tiffany était plus jeune que Jasmine ne l'avait imaginé, peut-être 28 ans, avec de longs cheveux noirs et un regard inquiet. Jolie, mais d'une certaine manière fatiguée. « Merci d'être venue, » dit Tiffany en se glissant dans la cabine en face de Jasmine. On aurait dit qu'elle n'avait pas dormi depuis des jours. « Parle, » dit simplement Jasmine. « Je ne savais pas qu'il était marié quand on a commencé à se voir. Pendant 8 mois, tu ne l'as pas su? » Le visage de Tiffany rougit. « Non, je l'ai découvert au bout de 3 mois. Mais à ce moment-là, elle s'est tue. À ce moment-là, tu étais amoureuse de lui. Je pensais que oui. Il m'a dit que vous étiez séparés, que vous viviez ensemble jusqu'à ce qu'il puisse se permettre de déménager. Il a dit que vous vouliez tous les deux divorcer, mais que vous essayiez de le faire discrètement. » Jasmine observa la femme en face d'elle. Elle avait envie de la détester, mais surtout, elle se sentait fatiguée. « Quand as-tu découvert la vérité? » Hier, lors de son arrestation, la voix de Tiffany se brisa légèrement. « Je suis allé au commissariat pour voir ce qui se passait. L'inspecteur m'a parlé des accusations. Du détective privé qui vous suivait. À propos de la fraude financière. Et alors? Marcus ne m'a jamais dit qu'il avait engagé quelqu'un pour t'espionner. Il ne m'a jamais dit qu'il volait de l'argent ou cachait des biens. Je pensais que c'était juste un homme qui avait cessé d'aimer sa femme. » Tiffany fouilla dans son sac et en sortit un dossier. « Après avoir quitté le commissariat, j'ai passé en revue tout ce que Marcus m'avait donné. Chaque document, chaque morceau de papier. Je les ai trouvés. » Elle a fait glisser le dossier sur la table. À l'intérieur se trouvaient des relevés financiers, des actes de propriété et des informations bancaires. « Il s'est servi de moi, » dit Tiffany à voix basse. « L'appartement que je croyais qu'il nous louait, il est à mon nom. Les cartes de crédit qu'il disait être pour notre avenir ensemble, elles sont à mon nom. La voiture qu'il m'a achetée le mois dernier, le prêt est à mon nom. » Jasmine a examiné les papiers. Le schéma était clair. Marcus avait bâti un château de cartes financiers en utilisant le crédit et l'identité de Tiffany. À combien s'élevait sa dette? Près de 200 000 $. Carte de crédit, prêt, bail de l'appartement. Tout ce dont il avait promis de s'occuper après le divorce. Il n'a jamais pris soin de tout ça. Il te faisait porter le chapeau pour ses dépenses. Tiffany hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je l'ai compris hier. Il ne te quittait pas pour moi. Il nous utilisait tous les deux. » Jasmine sentit quelque chose changer en elle. Pas vraiment du pardon, mais de la compréhension. Elles avaient toutes deux été victimes du même homme. « Il y a plus, » dit Tiffany. « L'inspecteur m'a interrogé sur d'autres femmes. Apparemment, Marcus fait ça depuis des années. » « Comment ça? » « Il a des aventures. Utiliser des femmes pour cacher de l'argent ou s'endetter. » L'enquêteur a déclaré avoir trouvé des preuves d'au moins 3 autres relations au cours des 5 dernières années. L'héritier a quitté les poumons de Jasmine. Pas seulement Tiffany. Pas seulement 8 mois de mensonges. Des années de trahison. Non? Rebecca Chin, 2019. Angela Murphy, 2021. Sarah Williams, 2023. Tiffany lut un papier. Tous avaient porté plainte pour fraude financière. Tous affirmaient que Marcus les avait convaincus de s'endetter en leur nom, puis avaient disparu lorsqu'ils avaient exigé des réponses.
Jasmine s'installa dans son box. L'homme avec qui elle était mariée depuis 12 ans était un prédateur. Un prédateur systématique et calculateur qui utilisait les femmes pour l'argent et le divertissement. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que je te dois beaucoup. Et parce que Tiffany a hésité. Parce que j'ai besoin de ton aide. Mon aide. L'inspecteur a dit que si je coopérais avec l'accusation, il pourrait peut-être m'aider à régler la dette que Marcus a contractée à mon nom. Mais ils ont besoin de plus de preuves. D'autres témoins. Quel genre de preuves? Les autres femmes refusent de témoigner. Elles sont trop gênées ou effrayées. Mais toi, tu as tout. Les emails, les relevés financiers, les preuves de son comportement. Jasmine regarda cette jeune femme qui avait contribué, sans le savoir, à détruire son mariage et ressentit une soudaine compassion. Tiffany n'était pas la méchante dans cette histoire. Elle était une autre victime. Que veux-tu que je fasse? Que je témoigne de tout. Pas seulement l'affaire de divorce, mais aussi l'affaire pénale. Aidez-les à prouver que Marcus a agi ainsi systématiquement. Pourquoi devrais-je vous aider? Tiffany la regarda dans les yeux. Parce que si on ne l'arrête pas, il le fera à quelqu'un d'autre. Et parce que... Elle sortit son téléphone et montra un SMS à Jasmine. C'était un message de Marcus envoyé ce matin-là. Ne parle de rien à personne. Tout s'arrangera si, on reste ensemble. On se retrouve ce soir et on trouvera une solution. Il croit encore pouvoir te manipuler, dit Jasmine. Il croit pouvoir nous manipuler tous les deux. Nous utiliser l'un contre l'autre pendant qu'il réfléchit à son prochain coup. Jasmine repensa aux années de mensonges, aux abus financiers systématiques, aux autres femmes blessées et humiliées. Je témoignerai, dit-elle. Tiffany s'affaissa de soulagement. Merci. Mais j'ai des conditions. N'importe quoi. Vous coopérez pleinement avec le procureur. Vous remettez tous les documents, tous les textes, toutes les preuves en votre possession. Terminé. Et vous restez loin de Marcus. Peu importe ce qu'il promet, peu importe à quel point il supplie. C'est une Tiffany toxique. Il te détruira complètement si tu le laisses faire. Je le sais maintenant. Elles restèrent assises en silence un moment, deux femmes manipulées par le même maître manipulateur. Puis-je vous demander quelque chose? Demanda Tiffany. Quoi? Comment as-tu su? Comment as-tu compris ce qu'il faisait vraiment? Jasmine repensa à cet appel du mardi après-midi, au choc et à la douleur qui s'était finalement transformée en colère froide. Il devint imprudent. Il pensait que j'étais trop stupide et faible pour riposter. Il sous-estimait ce qu'on peut faire quand on n'a plus rien à perdre. Est-ce que ça va aller? Financièrement, je veux dire. Je le serai. Mon avocat pense que nous pouvons récupérer la plupart des biens cachés, ainsi que des dommages et intérêts pour fraude. Elle sourit d'un air sombre. Marcus va tout perdre. Son travail, sa réputation, sa liberté. Et chaque centime qu'il a volé. Bien, dit Tiffany avec férocité. Il méritait pire. En quittant le restaurant, Tiffany toucha le bras de Jasmine. Je sais que ça ne compense rien, mais je suis désolé. Pour votre mariage. D'avoir participé à ce qu'il t'a fait. Jasmine la regarda un long moment. Tu ne savais pas. Il nous a tous les deux trompés. Pourtant, Tiffany, ne laisse pas ça t'empêcher de faire confiance aux gens. Ce que Marcus a fait, ce n'est pas normal. La plupart des gens ne sont pas comme lui. Comment le sais-tu? Comment peux-tu faire confiance à quelqu'un après ça? Jasmine pensa à Carmen qui avait tout laissé tomber pour l'aider. À propos de Patricia Williams, qui avait pris son cas en charge. À propos de l'inspecteur qui l'avait traité avec dignité et respect. Parce qu'il existe aussi des gens bien. Il faut juste apprendre à faire la différence. Ce soir-là, seule dans la maison qui allait bientôt lui appartenir légalement, Jasmine dressa la liste de tout ce qu'elle devait faire. Témoigner au pénal. Finalizer le divorce. Recommencer complètement. Cela aurait dû être accablant. Au lieu de cela, c'était comme une sensation de liberté. Son téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. Ce n'est pas fini. Tu fais une erreur. Marcus essaie toujours de l'intimider, même depuis la prison. Elle transféra le message à Patricia et à l'inspecteur, puis bloqua le numéro. Apparemment, Marcus allait devoir apprendre certaines leçons à ses dépens. La procureure, l'assistante du procureur Linda Chin, était une petite femme au regard perçant et à la réputation d'être une requin. Elle était assise en face de Jasmine dans une salle de conférence stérile, entourée de dossiers et de bloc-notes. « Votre mari est plus intéressant qu'on ne le pensait au départ », dit-elle en ouvrant un épais dossier. Après l'intervention de Madame Rodriguez,
nous avons commencé à creuser davantage. Ce que nous avons découvert est considérable. À quel point Marcus Patterson pratique des escroqueries financières depuis au moins 7 ans. Nous avons identifié 12 femmes, sans compter vous et Madame Rodriguez. Elles ont toutes été manipulées pour s'endetter ou lui donner accès à leurs finances. Jasmine s'est sentie mal. 12 femmes. Quel genre d'arnaque? Des opportunités d'investissement inexistantes. De fausses entreprises. Des situations d'urgence nécessitant un emprunt rapide. Des stratagèmes de confiance classiques, mais sophistiqués. Il ciblait des femmes financièrement stables, mais émotionnellement vulnérables. Linda Chin a sorti un tableau montrant les liens entre les noms, les dates et les montants. Rebecca Chin, il a convaincu de co-signer un prêt pour une entreprise. $50,000. L'entreprise n'a jamais existé. Angela Murphy l'a convaincu d'investir dans un bien immobilier. $75,000. La propriété n'a jamais été achetée. Sarah Williams, opération d'urgence pour sa mère malade. $30,000. Sa mère est décédée il y a 5 ans. Chaque nom représentait une femme trahie et financièrement ruinée. Quel montant total? Près d'1 million de dollars sur 7 ans. Si l'on ajoute à cela les actifs qu'il vous a cachés, nous sommes face à une opération financière de grande envergure. Et il a fait tout ça alors qu'il était marié avec moi, alors qu'il était marié avec vous, tout en entretenant des relations durables avec certaines de ces femmes, tout en se présentant comme un homme d'affaires prospère. La voix de Linda était froide. Votre mari est un sociopathe, Madame Patterson. Un sociopathe très intelligent et très dangereux. Jasmine repensait à toutes les nuits où Marcus était rentré tard, à tous les voyages d'affaires, toutes ces fois où il était trop stressé pour parler travail. Que va-t-il se passer maintenant? Nous montons un dossier complet. Fraude, usurpation d'identité, harcèlement, blanchiment d'argent. Il risque 15 à 20 ans de prison fédérale. Fédérale? Fraude électronique, fraude postale, fraude bancaire, tous des crimes fédéraux. Le FBI est impliqué maintenant. Comme interpellé par cette mention, un homme grand et en costume frappa et entra. Madame Patterson, je suis l'agent David Park, de l'unité des crimes financiers du FBI. Je dois vous poser quelques questions sur les activités professionnelles de votre mari. Pendant les 3 heures qui ont suivi, Jasmine a répondu à des questions sur les habitudes de travail de Marcus, ses déplacements, ses sources de revenus et ses dépenses. Les agents se sont particulièrement intéressés à son bureau et à son ordinateur. Nous allons devoir fouiller votre maison, a déclaré l'agent Park. Avec votre permission, bien sûr. Ai-je le choix? Vous pouvez nous obliger à obtenir un mandat, mais ce serait plus facile si vous coopériez. Alors oui. Fouillez tout. Prenez ce dont vous avez besoin. Linda Chin se pencha en avant. Il y a autre chose. On pense que Marcus avait peut-être prévu de disparaître. Que voulez-vous dire? De faux documents. De nouveaux papiers d'identité. Nous avons trouvé des preuves qu'il travaillait avec des personnes spécialisées dans l'aide aux criminels pour se reconstruire à l'étranger. Jasmine était glaciale. Il allait m'abandonner et disparaître? Avec tout l'argent qu'il pouvait voler? Oui. Si tu n'avais pas réagi, tu aurais pu te réveiller un matin et le découvrir à jamais disparu. La pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement des néons. Madame Patterson. Dit doucement l'agent Park, nous devons vous faire comprendre à quel point votre mari est dangereux. Ce n'est pas seulement un conjoint infidèle. C'est un criminel endurci qui utilise votre mariage comme couverture pour commettre de vastes activités criminelles. Que me demandez-vous? Tout. Dossiers financiers, communication, tout ce qui pourrait nous aider à retracer ces activités ou à localiser des actifs cachés. Et les autres femmes, les victimes, certaines coopèrent. D'autres sont trop effrayées ou gênées. Votre témoignage pourrait être crucial pour les aider à obtenir justice. Jasmine pensait à Tiffany, à peine 28 ans, menacée de faillite à cause des mensonges de Marcus. À propos de Rebecca, Angela, Sarah et toutes les autres. Je ferai tout ce que vous voudrez. L'agent Park sourit. Bien, parce qu'on va s'assurer que Marcus Patterson ne fasse plus jamais de mal à une autre femme. Cet après-midi-là, des agents du FBI ont investi la maison que Jasmine partageait avec Marcus depuis 5 ans. Ils ont emporté des ordinateurs, des dossiers et des cartons de documents. Ils ont tout photographié, tout catalogué, et ont traité sa maison comme une scène de crime. Car c'était bien de cela qu'il s'agissait. Carmen la trouva assise sur le perron, regardant les agents chargés des preuves dans des fourgons banalisés.
Comment vas-tu? J'ai vécu avec un monstre pendant 12 ans sans jamais le savoir. Il a trompé tout le monde, pas seulement toi. Vraiment? Ou étais-je tellement désespéré de croire aux fins heureuses que j'ignorais tous les signes? Carmen était assise à côté d'elle. Quel signe? Tu as dit toi-même qu'il était un bon acteur. Jasmine y a réfléchi. Sa façon de gérer l'argent. Il ne m'a jamais laissé voir la situation financière réelle. Les appels téléphoniques mystérieux qu'il qualifiait de travail. Les voyages d'affaires qui semblaient sans but précis. Beaucoup de maris sont discrets sur leurs finances. Beaucoup de gens voyagent pour le travail. Mais sa façon de parler des autres, comme s'ils étaient stupides ou faibles, comme s'ils étaient tous là pour qu'ils les utilisent. Elle secoua la tête. Je pensais que c'était juste de la confiance. Un état d'esprit de réussite. Je n'ai jamais vu ça comme du mépris. Parce que tu n'es pas un sociopathe. Tu ne peux pas penser comme tel. L'agent Park s'approcha d'eux. Madame Patterson, nous avons trouvé quelque chose que vous devriez voir. Il les conduisit dans le bureau de Marcus, où des agents avaient démonté son système informatique. Une partition cachée sur son disque dur, expliqua l'agent Park. Des fichiers chiffrés contenaient des informations détaillées sur toutes ses victimes. Sur l'écran de l'ordinateur, une feuille de calcul affichait les noms, les photos, les informations financières et les informations personnelles de dizaines de femmes. Les informations concernant Jasmine étaient là. Son numéro de sécurité sociale, ses coordonnées bancaires, ses horaires de travail, et même ses notes psychologiques. Confiance. Elle évite les conflits. Réagit bien à la manipulation culpabilisante. Mais elle n'était pas la seule. Écran après écran, des femmes cataloguées comme un inventaire. Il était en chasse, murmura-t-elle. Systématiquement. Il a recherché des victimes potentielles, planifié ses approches, suivi ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Carmen a pointé l'écran. Regardez les dates. Il s'occupait de plusieurs femmes en même temps. Pendant qu'il était marié avec vous, il escroquait simultanément 4 ou 5 autres femmes. Ce n'était pas seulement de l'adultère, Madame Patterson. C'était du crime organisé. Jasmine fixait sa propre photo sur l'écran. Prise à son insu, probablement par le même détective privé que Marcus avait engagé pour la suivre. À côté de sa photo, manuscrite par Marcus, un actif à long terme. Potentiel d'extraction maximale, entre 500 000 et 750 000 $. Chronologie 2 à 3 ans. Elle n'était pas sa femme. C'était une cible avec une chronologie d'extraction. Tout va bien? Demanda l'agent Park. Jasmine parcourut du regard le bureau où Marcus avait planifié la destruction de tant de vies, où il avait calculé précisément combien d'argent il pouvait lui voler avant de la jeter. Non, dit-elle, mais je le saurai. Que pouvons-nous faire pour aider? Elle se tourna vers lui et l'agent Park fut surpris par la froide détermination qui se lisait dans son regard. Attrapez-les tous. Toutes les personnes qui l'ont aidé. Tous les crimes qu'il a commis. Chaque dollar qu'il a volé. Je veux que Marcus Patterson paie pour tout ce qu'il a fait. C'est exactement ce que nous avons l'intention de faire. Alors que le FBI rassemblait ses preuves et s'apprêtait à partir, Jasmine parcourut une dernière fois sa maison. Chaque pièce semblait différente, désormais, contaminée par la connaissance de la véritable nature de Marcus. Mais aussi libérée. Pendant 12 ans, elle avait vécu dans le mensonge sans le savoir. Maintenant, elle pouvait enfin commencer à vivre la vérité. Son téléphone a sonné. Patricia Williams. Jasmine, le FBI m'a contacté. Ils veulent coordonner notre procédure civile avec leur enquête criminelle. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne s'en prend pas seulement à ce que Marcus vous doit. On s'en prend à tout ce qu'il possède, tout ce qu'il a volé, tout ce qu'il a caché. Quand on aura fini, Marcus Patterson n'aura plus assez d'argent pour s'acheter un café. Tant mieux. Il y a encore du travail. Le FBI pense pouvoir nous aider à localiser les actifs que Marcus a cachés à l'étranger. Des comptes aux îles Caïmans, en Suisse, des sociétés écrans offshore. Il prépare tout cela depuis des années. Jasmine s'assit dans son salon, entourée des vestiges de son ancienne vie. De combien parle-t-on? Obama? 3 à 4 millions de dollars. Peut-être plus. 4 millions de dollars. Pendant qu'elle s'occupait de l'argent des courses et de découper des coupons, Marcus accumulait des millions grâce à la fraude et au vol. Patricia? Oui. Je veux faire quelque chose avec cet argent. Quelque chose de bien. Que as-tu en tête? Jasmine regarda les étiquettes de preuves du FBI encore éparpillées dans la pièce, chacune représentant une autre femme victime. Je veux les aider. Toutes. Les femmes que Marcus a blessées.
C'est une belle idée, Jasmine. On peut faire ça? Légalement, on peut absolument le faire. Pour la première fois depuis ce coup de fil de mardi après-midi, Jasmine sourit. Marcus avait passé des années à détruire la vie de femmes pour de l'argent. Elle allait utiliser son argent pour les reconstruire. Le palais de justice fédérale était un imposant bâtiment de granit et de verre, conçu pour intimider. Jasmine montait les marches dans son plus beau tailleur, entourée de Patricia Williams et de l'agent Park. Les flashs des appareils photo crépitaient tandis que les journalistes lançaient des questions sur l'affaire de fraude financière de la veuve noire, comme les médias l'avaient surnommée. Qu'est-ce que ça fait de témoigner contre son mari? Étiez-vous au courant de ses activités criminelles? Cherchez-vous à vous venger? Patricia la protégea des micros. Aucun commentaire n'a été fait avant la fin du témoignage. La salle d'audience était bondée. Jasmine a aperçu d'autres victimes de Marcus dans la galerie. Rebecca Chin, Angela Murphy, Sarah Williams et plusieurs femmes qu'elle n'a pas reconnues. Tiffany était assise au premier rang, l'air nerveuse mais déterminée. Marcus était assis à la table de la défense, vêtu d'un costume coûteux que son avocat lui avait probablement offert. Il paraissait plus mince qu'elle ne s'en souvenait, plus âgé. La prison ne l'avait pas épargné. Quand leurs regards se croisèrent de l'autre côté de la salle d'audience, il tenta de sourire. Ce même sourire charmeur qui avait conquis son cœur 12 ans plus tôt. Maintenant, c'était tout simplement pathétique. L'accusation appelle Jasmine Patterson à la barre. Se rendre à la barre des témoins, c'était comme traverser un océan. Chaque pas l'éloignait de la femme qu'elle avait été et la rapprochait de celle qu'elle était en train de devenir. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Je le fais. La procureure Linda Chin s'est approchée du témoin avec un sourire chaleureux. Madame Patterson, combien de temps avez-vous été mariée au défendeur? 12 ans. Pendant cette période, pensiez-vous avoir été heureuse en ménage? Oui. Je pensais que nous construisions une vie ensemble. Quand avez-vous appris que votre mari avait une liaison? Le mardi 15 mars à 15h47. Il m'a appelé pour m'annoncer qu'il divorçait et qu'il avait déjà vendu notre maison. Qu'avez-vous ressenti? Choqué. Trahi. Comme si toute ma vie n'avait été qu'un mensonge. Linda Chin l'a guidé dans la découverte des comptes bancaires cachés. Le détective privé a rapporté les lettres d'amour à Tiffany. À chaque preuve, Jasmine voyait le visage de Marcus pâlir. Madame Patterson, je vais vous montrer ce qui a été marqué comme pièce à conviction 47. Reconnaissez-vous ce document? C'était la feuille de calcul de l'ordinateur de Marcus. Celle avec sa photo et la mention « Extraction potentielle maximale ». Oui, c'est un fichier de l'ordinateur de mon mari qui contenait des informations sur moi et d'autres femmes. Qu'avez-vous pensé la première fois que vous avez vu ça? Jasmine a regardé Marcus droit dans les yeux. J'ai réalisé que je n'étais pas sa femme. J'étais sa victime. L'avocate de la défense, une femme d'une cinquantaine d'années, a tenté de discréditer Jasmine lors du contre-interrogatoire. N'est-il pas vrai, Madame Patterson, que vous avez consulté les documents privés de votre mari sans sa permission? Oui. Vous avez violé sa vie privée? J'ai exercé mon droit légal d'épouse d'accéder aux documents financiers du mariage. Vous étiez en colère à cause du divorce? J'étais en colère d'avoir été trompé et volé. Assez en colère pour fabriquer des preuves? Patricia Williams s'est levée. Objection. Les preuves ont été authentifiées par les experts médico-légaux du FBI. Maintain. L'avocat de la défense a tenté une approche différente. Madame Patterson, n'est-il pas vrai que vous avez largement profité de ces allégations contre votre mari? De quelle manière? Vous réclamez des millions de dollars au civil. Je réclame la restitution de l'argent qui m'a été volé. Vous prétendez que l'argent a été volé. Jasmine sentit sa colère monter, mais garda une voix calme. De l'argent que les enquêteurs fédéraux ont retrouvé grâce à des relevés bancaires et des documents financiers. De l'argent que Marcus a caché sur des comptes offshore, tout en me disant que nous n'avions pas les moyens de partir en vacances. Vous semblez très calme pour quelqu'un dont la vie est censée être détruite. J'ai eu le temps de digérer ce qui m'est arrivé, ou de préparer ma vengeance. Jasmine regarda l'avocat de la défense, puis Marcus, puis les femmes dans la galerie qui étaient venues pour que justice soit faite. Ce n'est pas une vengeance, dit-elle clairement. Il s'agit de rendre des comptes. La présentation des arguments de l'accusation a duré 3 jours. Victime après victime, elles ont témoigné de la façon dont Marcus les avait manipulés, volés et détruit leur situation financière. Le FBI a présenté des preuves de fraude systématique remontant à 7 ans.
La défense a tenté de présenter Marcus comme un homme ayant commis des erreurs dans sa vie personnelle, mais n'étant pas un criminel. Ils ont argué que les relations étaient consensuelles et que les éventuels arrangements financiers étaient des malentendus. Ça n'a pas marché. Le jury a délibéré pendant moins de 4 heures. Pour fraude électronique, comment le déclarez-vous? Culpable. Pour ce qui est de l'accusation de fraude postale, comment le déclarez-vous? Culpable. Pour ce qui est de l'accusation d'usurpation d'identité, comment le déclarez-vous? Culpable. Coupable des 23 chefs d'accusation. Le visage de Marcus se décomposa à la lecture du verdict. Son avocat lui posa la main sur l'épaule, mais il haussa les épaules, promenant le regard autour de lui, incrédule. Quand son regard croisa celui de Jasmine, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Peur. Le juge Martinez a fixé la peine à 6 semaines plus tard, mais a indiqué que Marcus serait probablement condamné à une peine proche de la peine maximale de 25 ans. Devant le tribunal, les journalistes se sont à nouveau rassemblés. Que pensez-vous du verdict, Madame Patterson? Jasmine regardait les caméras en pensant à toutes les femmes blessées, à toutes les vies brisées. J'ai le sentiment que justice a été rendue, a-t-elle déclaré. Pas seulement pour moi, mais pour toutes les femmes victimes de Marcus Patterson. Quelle est votre prochaine étape? Reconstruire. Guérir. Faire en sorte que cela n'arrive plus jamais à personne. Ce soir-là, Patricia Williams a appelé pour nous donner des nouvelles de l'affaire civile. Nous avons localisé la plupart des actifs cachés, les comptes offshore, les sociétés écrans, les biens qu'il avait achetés sous de faux noms. Le recouvrement total devrait s'élever à environ 6 millions de dollars. 6 millions. Plus que ce que Jasmine avait jamais imaginé. Après les frais juridiques et les impôts, on parle d'environ 4 millions de dollars. Et les autres victimes? La restitution fédérale les aidera, mais ne les indemnisera pas. Marcus a dépensé la majeure partie de ce qu'il leur a volé. Ensuite, nous avons utilisé mon aide pour les aider. Jasmine, c'est très généreux, mais ce n'est pas de la générosité. C'est la justice. Marcus nous a tous volés. L'argent devrait nous revenir à tous. Tu pourrais le garder. Recommencer. Construire la vie que tu veux. Jasmine repensa à la femme qu'elle était 6 mois plus tôt. Confiante. Dépendante. Je vis dans un mensonge soigneusement construit. La vie que je veux, c'est une vie où les femmes comme nous ne sont pas détruites par des hommes comme Marcus. Une vie où les victimes deviennent des survivantes et où les survivantes aident d'autres victimes. À quoi pensez-vous? Une fondation. Une aide juridique pour les femmes victimes d'abus financiers. Des services de soutien. Des informations sur les signes avant-coureurs. Sa voix s'éleva. Marcus pensait pouvoir me jeter comme un déchet. Au lieu de cela, il va financer ce qui empêche les hommes comme lui de vivre. Patricia resta silencieuse un instant. Tu sais quoi? Allons-y. Cette nuit-là, seule dans sa maison, sa véritable maison désormais, Jasmine était assise dans le salon et pensait à l'avenir. Pendant 12 ans, elle avait laissé Marcus définir sa vie, prendre ses décisions, contrôler son destin. Plus jamais. Elle prit son ordinateur portable et commença à écrire. La Fondation Patterson pour la justice financière. Énoncé de mission. Fournir une assistance juridique, un soutien financier et des ressources éducatives aux femmes victimes d'abus financiers et de fraude. Ça lui a fait du bien de construire quelque chose plutôt que de simplement survivre à la destruction de son ancienne vie. Son téléphone a vibré. Un SMS de Tiffany, merci pour tout. Son témoignage, son soutien, m'ont aidé à comprendre qui il était vraiment. Je retourne à l'école pour défendre les droits des victimes. Peut-être que je pourrais aider d'autres femmes à éviter ce que nous avons vécu. Jasmine sourit et répondit, c'est exactement ce dont le monde a besoin. Encore un message de Carmen, fier de toi, ma sœur. Tu as transformé la pire chose qui te soit arrivée en quelque chose de magnifique. Jasmine regarda autour d'elle la maison qui avait été sa prison et qui était maintenant son tremplin. Marcus avait tenté de la détruire, mais il avait simplement révélé de quoi elle était véritablement capable. Demain, elle commencerait à construire les fondations. La semaine suivante, elle aiderait la première femme ayant besoin d'une aide juridique. Le mois suivant, elle interviendrait lors de conférences sur les abus financiers. L'année suivante, elle aurait aidé des dizaines de femmes à reconstruire leur vie. Marcus Patterson avait bel et bien créé un monstre. Mais pas celle qu'il avait prévue. 6 mois après la condamnation de Marcus, Jasmine se tenait dans le hall d'un immeuble de bureau du centre-ville, les yeux rivés sur l'annuaire. Fondation Patterson pour la justice financière,
suite 1205, y était inscrite en lettres noires. Sa fondation, sa mission, sa nouvelle vie. Le bureau n'était pas grand, seulement 3 pièces et une réception, mais il grouillait d'activité. Carmen avait quitté son poste d'assistante juridique pour devenir coordinatrice juridique de la fondation. Tiffany, fidèle à sa parole, avait suivi une formation accélérée en défense des victimes et dirigeait désormais les services d'assistance. Madame Patterson, une jeune femme s'approcha avec hésitation. J.E.M. m'appelle Maria Santos. J'ai appelé hier pour avoir besoin d'aide. Jasmine sourit chaleureusement. Bien sûr, on se parle dans mon bureau. L'histoire de Maria était tristement familière. Un charmant petit ami l'avait convaincue de co-signer des prêts, d'ouvrir des cartes de crédit à son nom, d'investir dans de fausses entreprises. Lorsqu'elle a compris ce qui se passait, elle était au bord de la faillite et il avait disparu. « Je me sens tellement stupide », dit Maria, les larmes aux yeux. « Tout le monde dit que j'aurais dû me méfier. »« Tu n'es pas stupide », dit Jasmine fermement. « Vous êtes victime d'un crime. Ces hommes sont des professionnels. Ils savent parfaitement comment manipuler les gens. Pouvez-vous vraiment m'aider? Nous pouvons essayer. Carmen examinera votre dossier et déterminera vos options juridiques. Tiffany vous mettra en relation avec des conseillers financiers et un soutien émotionnel. Et si nous ne pouvons pas tout régler, nous veillerons au moins à ce que vous ne soyez pas seul face à cette situation. Après le départ de Maria, Jasmine a fait le tour du bureau pour vérifier les autres dossiers traités. Une mère célibataire dont l'ex-mari avait ruiné son crédit. Une femme âgée dont le neveu, lui, avait volé son épargne retraite. Une étudiante dont le petit ami avait accumulé des milliers de dettes sous son identité. 12 dossiers en cours, avec de nouveaux appels chaque jour. Patricia Williams est passée vers midi. Comment vont les affaires? Plus occupées que prévu. Je pensais qu'on aiderait peut-être 1 ou 2 femmes par mois. On en observe 1 ou 2 par jour. Ce n'est pas surprenant. Les abus financiers sont plus fréquents qu'on ne le pense. La plupart des victimes ignorent tout simplement qu'il existe de l'aide. Elles se sont rendues dans la salle de conférence où Tiffany animait un groupe de soutien pour les femmes victimes de fraude financière. L'important, disait Tiffany, c'est que ce n'était pas votre faute. Ces criminels sont experts en manipulation. Ils nous étudient et savent exactement quoi dire pour gagner notre confiance. Une des femmes du groupe leva la main. Mais comment faire à nouveau confiance à quelqu'un? Comment être sûr de ne pas tomber dans le même piège? En apprenant à reconnaître les signes avant-coureurs, a dit Jasmine en se joignant à la conversation. En comprenant les tactiques employées. En construisant notre indépendance financière pour ne pas être vulnérable. Au cours de l'année écoulée, elle était devenue experte en matière de prédateurs financiers. Les supports pédagogiques de la Fondation étaient utilisés par des refuges pour victimes de violences conjugales et des organisations de femmes dans tout l'État. Des signaux d'alarme à surveiller, a-t-elle ajouté. Quelqu'un qui souhaite avancer très vite dans la relation. Quelqu'un qui veut prendre toutes les décisions financières. Quelqu'un qui vous dissuade de parler d'argent avec vos amis ou votre famille. Et qu'en est-il de quelqu'un qui prétend vouloir vous protéger du stress financier? Une autre femme a posé la question. C'est une question importante. Une protection qui se transforme en isolement est un signe avant-coureur. Un partenaire en bonne santé souhaite que vous compreniez votre situation financière et non que vous l'ignoriez. Après la séance de groupe, Jasmine est retournée à son bureau et a trouvé l'agent Park qui l'attendait. « Agent Park, qu'est-ce qui vous amène ici? Bonne nouvelle? Nous avons démantelé un réseau de prédateurs financiers opérant dans 3 États. Le dossier de votre ex-mari était la clé qui a tout ouvert. Il a étalé des photos sur son bureau. Des hommes et des femmes d'âge divers, tous reliés par des lignes et des dates. Marcus ne travaillait pas seul. Il faisait partie d'un groupe organisé qui partageait des informations sur les victimes potentielles, les techniques efficaces et les moyens de dissimuler de l'argent. Jasmine étudia les photos. Combien de victimes? Plus de 200 femmes, peut-être plus. L'enquête est toujours en cours. 200. Votre fondation va être très sollicitée. Ces femmes auront besoin d'une aide juridique, de conseils financiers et d'un soutien émotionnel. Jasmine a constaté l'ampleur des dégâts. Des centaines de femmes dont la vie a été brisée par une fraude systématique. Nous les aiderons toutes, a-t-elle déclaré. Avec quelles ressources? Vous êtes déjà à bout de force. Elle sourit. Alors, on grandira. Ce soir-là, Jasmine travailla tard à préparer les demandes de subventions. La Fondation avait besoin de plus de financement, de personnel et de locaux.
Le travail se développait plus vite qu'elle ne l'aurait imaginé. Son téléphone sonna. Un numéro connu. Allô? Jasmine? C'est Rebecca Chin. Du procès. Rebecca avait été l'une des premières victimes de Marcus, la femme qui avait perdu 50 000 $ dans sa fausse entreprise. Salut Rebecca. Comment vas-tu? Mieux, grâce à ta fondation. L'aide juridique que vous m'avez fournie m'a permis de récupérer une partie de mon argent. Mais je vous appelle pour autre chose. Que puis-je faire pour vous? Je veux vous aider. Avec la fondation. Je suis expert comptable et j'ai de l'expérience en matière de fraude financière. Je souhaite faire du bénévolat. Rebecca, c'est merveilleux. Mais, je dois le faire, Jasmine. Pour moi et pour toutes les autres femmes qui ont été blessées. Je veux transformer ce qui m'est arrivé en quelque chose de positif. À la fin de la semaine, Jasmine avait reçu des appels similaires d'Angela Murphy et de Sarah Williams. Toutes les victimes de Marcus voulaient se joindre à la lutte contre les prédateurs financiers. Vendredi matin, lors de la réunion du personnel, Jasmine a annoncé la nouvelle. Nous nous développons. Rebecca Chin rejoint l'équipe en tant que spécialiste en criminalistique financière. Angela Murphy souhaite gérer nos programmes d'éducation et de prévention. Sarah Williams, conceptrice web, a proposé de repenser nos ressources en ligne. Carmen Grant. Marcus est probablement en train de se retourner dans sa cellule. Bien, dit Tiffany d'un ton féroce. Il a essayé de nous détruire tous. Au lieu de cela, il a créé une armée de femmes qui savent exactement comment ces prédateurs opèrent. Jasmine regarda son équipe dans la salle de conférence. 6 mois plus tôt, elles avaient toutes été victimes. Ils étaient désormais des défenseurs, des éducateurs et des combattants de la justice financière. Il y a autre chose, a-t-elle dit. J'ai été invité à prendre la parole à la conférence nationale sur les abus économiques le mois prochain. Ils veulent que je présente notre modèle comme modèle pour d'autres villes. C'est formidable, a déclaré Carmen. Cela signifie que nous pourrions reproduire ce système à l'échelle nationale. Des fondations Patterson dans chaque grande ville, travaillant ensemble pour arrêter les prédateurs financiers. Que dirait Marcus s'il voyait cela? C'est demanda Tiffany. Jasmine pensait à son ex-mari, emprisonné en prison fédérale, probablement incapable de croire que sa femme, si pathétique et impuissante, avait construit quelque chose d'aussi important. Il dirait que nous sommes dans le délire, que nous ne pouvons rien changer, que des hommes comme lui trouveront toujours des femmes comme nous a victimisés. Et que répondriez-vous? Jasmine sourit en regardant le mur où étaient accrochées les lettres de remerciement des femmes qu'elles avaient aidées. Des photos de diplômés de groupes de soutien qui avaient reconstruit leur vie. Des articles de presse sur les prédateurs financiers qu'ils avaient contribué à emprisonner. Je dirais qu'il avait tort sur tout, y compris sur nous. Son téléphone vibra, un SMS de Maria Santos. La jeune femme venue chercher de l'aide ce matin-là voulait juste la remercier. Pour la première fois depuis des mois, j'ai l'impression que je peux peut-être m'en sortir. C'est pour ça qu'ils ont fait ce travail. Pas pour se venger de Marcus, ni même pour obtenir justice. Pour l'espoir. Pour l'idée radicale que les victimes pourraient devenir des survivantes, et les survivantes des héros. Marcus avait tenté de les affaiblir. Au lieu de cela, il les avait rendus invincibles. 1 an après la condamnation de Marcus, Jasmine reçut un appel inattendu de la prison fédérale où il purgeait sa peine. Madame Patterson, ici le directeur Collins de la prison de Petersburg. Votre ex-mari a demandé à vous rencontrer. Jasmine a posé son café. Une réunion? Il a déposé une demande de médiation pour les victimes. C'est un programme où les détenus peuvent présenter des excuses à leurs victimes dans le cadre de leur réinsertion. Vous n'êtes pas obligé d'y participer. Qu'est-ce que cela impliquerait? Une réunion supervisée dans notre salle de médiation. Il aurait l'occasion de s'exprimer et vous auriez l'occasion de répondre. L'objectif est de permettre aux deux parties de tourner la page. Jasmine y réfléchit. Elle n'avait pas revu Marcus depuis le procès, n'avait pas beaucoup pensé à lui. Elle avait été trop occupée à construire les fondations, à aider d'autres femmes, à créer quelque chose de positif à partir des ruines de leur mariage. Je dois y réfléchir. Bien sûr. Si tu décides de participer, rappelle-moi. Ce soir-là, Jasmine en a discuté avec Carmen et Tiffany au dîner. Pourquoi voudrais-tu le voir? Demanda Carmen. Je n'en suis pas sûr. Mais peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai besoin de lui dire. Quelque chose que j'ai besoin d'entendre. Que pourrait-il bien dire qui aurait de l'importance maintenant? Demanda Tiffany. Peut-être rien. Ou peut-être que j'ai besoin de voir ce qu'il est devenu.
de savoir que ce chapitre de ma vie est vraiment clos. Tu ne lui dois rien, dit Carmen fermement. Je sais. Ce ne serait pas pour lui. Ce serait pour moi. 2 semaines plus tard, Jasmine se rendit à la prison fédérale de Pétersbourg. L'établissement était un vaste complexe de béton et de barbelés, entouré de miradors et de caméras de sécurité. Elle a franchi de nombreux points de contrôle, passé des détecteurs de métaux et vérifié ses antécédents avant d'être escortée jusqu'à la salle de médiation. C'était un petit espace stérile avec une table et une grande fenêtre permettant à un agent pénitentiaire d'observer. Marcus était déjà assis lorsqu'elle est entrée, vêtu d'une combinaison orange qui lui donnait un teint jaunâtre. Il paraissait plus vieux. Beaucoup plus vieux. Ses cheveux grisonnaient, son visage était marqué par le stress. La prison l'avait vieilli de 10 ans en un an seulement. Jasmine. Il se leva à son entrée, puis se rassit lorsque le gardien lui fit signe de rester assis. Marcus. Ils échangèrent un regard par-dessus la petite table. La dernière fois qu'ils s'étaient trouvés dans la même pièce, il était sûr de lui, arrogant, certain de pouvoir se tirer d'affaire par la manipulation. Il avait l'air brisé. Merci d'être venu. Je n'étais pas sûr que tu le ferais. Je n'étais pas sûr non plus. Il jouait avec ses mains, évitant son regard. J'ai beaucoup réfléchi. À propos de ce que j'ai fait. À propos de la façon dont je t'ai blessé. La conseillère m'a dit que je devais prendre mes responsabilités, comprendre l'impact de mes actes. Jasmine a attendu. Il avait demandé ce rendez-vous. Laisse-le parler. Je sais que j'ai détruit notre mariage. Je sais que je t'ai menti, volé, trahi de toutes les manières possibles. Oui, tu l'as fait. Je me suis dit que ce n'était pas personnel. Que c'était juste pour le business. Que tu serais mieux sans moi de toute façon. Mieux sans que tu me voles? Oui, il te saillit. Je mérite ça. Tu mérites bien pire que ça. Ils restèrent assis en silence un moment. Marcus semblait avoir du mal à trouver ses mots. J'ai entendu parler de votre fondation, dit-il finalement. Et vous? Certains autres détenus ont des femmes, des petites amies qui en ont entendu parler. Ils disent que vous aidez beaucoup de femmes. C'est notre cas. C'est bien. Je suis contente que quelque chose de positif soit ressorti de tout ça. Jasmine observa son visage. Était-ce un véritable remords ou juste une autre manipulation? Avec Marcus, c'était toujours difficile à dire. Pourquoi m'as-tu invité ici, Marcus? Parce que je veux que tu saches que je suis désolé. Vraiment désolé. Non pas parce que mon avocat me l'a demandé, ni parce que cela pourrait aider ma cause. Je suis désolé, car j'ai détruit la vie de quelqu'un qui m'aimait, et je ne peux plus vivre avec ça. Tu as vécu avec ça pendant 12 ans. Non, j'ai vécu dans le déni pendant 12 ans. Je me disais que tu étais heureux que notre mariage fonctionne, que les mensonges n'avaient pas d'importance parce que tu n'en étais pas conscient. Et maintenant, je sais que je te détruisais petit à petit, chaque jour. Te rendre dépendante de moi pour pouvoir te contrôler. Voler ta confiance, ton indépendance, ton estime de soi. Jasmine sentit quelque chose changer en elle. Pas vraiment le pardon, mais la reconnaissance que cet homme brisé devant elle disait enfin la vérité. Les autres femmes, dit-elle. Tiffany, Rebecca, Angela, Sarah. Tous. Je sais. Je les ai tous utilisés. Je leur fais du mal à tous. Certains m'ont écrit. Qu'ont-ils dit? Qu'ils espèrent que je pourrisse en enfer. Sa voix se brisa légèrement. Je ne leur en veux pas. Et toi? J'espère que tu pourriras en enfer? Il leva les yeux vers elle, et elle vit des larmes dans ses yeux. Je crois que j'y suis déjà. Ils sont restés assis en silence pendant quelques minutes. Par la fenêtre, elle pouvait voir d'autres détenus dans la cour, marchant en rond ou assis sur des bancs. Des hommes qui avaient fait de mauvais choix et qui en payaient le prix. Il faut que tu saches quelque chose, dit soudain Marcus. Quoi? Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Jasmine ressentit une pointe de colère. N'ose même pas. Je sais que ça paraît impossible. Je sais que tu ne me crois pas. Mais c'est vrai. Même quand. Dès je te trahissais, te volais, prévoyais de te laisser sans rien, une partie de moi t'aimait encore. Ce n'est pas de l'amour, Marcus. C'est de la possession. Tu as raison. Je ne connaissais pas la différence. Je pensais qu'aimer signifiait posséder quelqu'un, le contrôler, le rendre désireux de toi. Et maintenant, tu sais mieux? Maintenant, je sais que j'ai détruit la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, parce que j'étais trop égoïste et trop malade pour apprécier ce que j'avais. Jasmine regarda cet homme qui avait été son mari pendant 12 ans, qui avait partagé son lit, ses rêves, sa vie, qui avait systématiquement détruit tout ce qu'ils avaient construit ensemble.
Je ne te pardonne pas, dit-elle doucement. Il hocha la tête. Je ne m'attends pas à ce que tu le fasses. Jnete plains pas. Je ne veux pas que tu en aies. Et je ne t'aime plus. Cela semblait le blesser plus que tout ce qu'elle avait dit. Je sais, mais je ne suis plus en colère non plus. Il leva les yeux, surpris. Pendant longtemps, j'étais furieux. Contre toi, contre moi-même, contre toute cette situation. La colère m'a permis de tenir le coup, de me battre pour la justice. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que rester en colère ne faisait que te donner plus de pouvoir sur ma vie. Alors, que ressens-tu maintenant? Jasmine y réfléchit. Rien. Tu n'es qu'un inconnu qui était marié à quelqu'un que j'étais. Quelqu'un que tu étais? La femme que tu as épousée n'existe plus. Elle est morte le jour où tu m'as appelé pour m'annoncer ton divorce. La femme assise ici maintenant est une personne complètement différente. Marcus est resté silencieux un long moment, absorbé par cette nouvelle. Es-tu heureuse? Demanda-t-il finalement. La nouvelle toi, plus heureuse que jamais. Même si ton mariage a échoué, même si tu as dû tout recommencer à zéro, Jasmine sourit, et ce n'était pas un sourire aimable. Je n'ai pas recommencé à zéro, Marcus. J'ai recommencé avec 4 millions de dollars de ton argent et une compréhension profonde de qui je suis et de ce dont je suis capable. Son visage est devenu pâle. For millions. La fondation a aidé plus de 300 femmes à récupérer de l'argent volé, à échapper à des abus financiers et à reconstruire leur vie. Nous avons désormais des bureaux dans 12 villes. Nous avons fait pression pour de nouvelles lois protégeant les victimes de fraude financière. Nous avons emprisonné 17 hommes comme vous. Elle se pencha légèrement en avant. Tu pensais me jeter comme un déchet. Au lieu de ça, tu as financé l'organisation qui va s'assurer que des hommes comme toi ne puissent plus détruire la vie des femmes. Marcus la fixa, apparemment sans voix. Chaque femme que nous aidons, chaque prédateur que nous attrapons, chaque vie que nous reconstruisons, tout cela se fait avec l'argent que vous avez volé. Vos victimes ont causé votre perte. Vos crimes sont devenus nos ressources. Yeah. Je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien. Reste assise là et pense que chaque jour, pour le restant de tes jours, l'argent que tu pensais voler à des femmes faibles et sans défense sert à s'assurer que d'autres femmes faibles et sans défense deviennent assez fortes pour se défendre. Elle s'est levée. C'est ironique, Marcus. C'est la justice. Et ce sera notre dernière conversation. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, il l'appela. Jasmine. Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas. Je suis fier de toi. Elle se tourna enfin vers lui pour le regarder une dernière fois. Je m'en fiche. Le trajet du retour depuis la prison lui donna l'impression de sortir d'un tunnel sombre et de retrouver la lumière du soleil. Jasmine baissa les vitres et alluma la radio, chantant des chansons qu'elle n'avait pas entendues depuis des années. Ce soir-là, elle retrouva Carmen et Tiffany pour dîner dans leur restaurant préféré. Comment c'était? Demanda Carmen. Exactement ce dont j'avais besoin. C'était quoi? La confirmation que je n'avais pas besoin de lui, que je ne le voulais pas et qu'il ne me manquait pas. Ce n'est pas l'amour de ma vie qui a commis de terribles erreurs. C'est juste un criminel qui s'est retrouvé marié avec moi. Tiffany leva son verre de vin. Pour remettre le passé à sa place. Pour construire un avenir qui en vaille la peine, a ajouté Carmen. Pour les femmes qui refusent de rester des victimes, a conclu Jasmine. Ils trinquèrent et burent au nouveau départ, aux secondes chances, à l'idée radicale que la pire chose qui puisse vous arriver pouvait devenir le fondement de la meilleure chose que vous ayez jamais accomplie. Plus tard ce soir-là, seule dans son appartement, où elle avait vendu la maison et acheté un appartement moderne en centre-ville, plus près des bureaux de la fondation, Jasmine feuilleta les albums photos de son mariage. Elle les avait conservés non par nostalgie, mais comme souvenir. La preuve qu'on peut vous duper complètement. Qu'on peut se duper soi-même. Sur chaque photo, elle avait l'air heureuse. Véritablement rayonnante de bonheur. Parce qu'elle était restée dans l'ignorance. Mais en regardant ces photos maintenant, elle n'était plus triste pour la femme qu'elle avait été. Elle lui en était reconnaissante. Cette femme naïve et confiante avait payé un prix terrible pour son innocence. Mais sa souffrance avait créé quelque chose de magnifique. Sa douleur était devenue une protection pour les autres femmes. Marcus avait tenté de l'effacer de l'existence. Au lieu de cela, il l'avait aidée à devenir exactement celle qu'elle était censée être. 5 ans après ce premier appel téléphonique dévastateur, Jasmine était sur la scène du Kennedy Center à Washington, D.C. pour recevoir le prix humanitaire national pour son travail avec la Fondation Patterson. L'auditorium était rempli de militants,
de survivants, de législateurs et de journalistes. Au premier rang étaient assises les femmes qui avaient contribué à la création de la fondation. Carmen, Tiffany, Rebecca, Angela, Sarah et des dizaines d'autres qui ont transformé leur souffrance en but. Quand mon ex-mari m'a appelé il y a 5 ans pour m'annoncer qu'il divorçait et qu'il avait vendu notre maison à mon insu, Jasmine a commencé à penser qu'il pensait détruire ma vie. Il pensait me jeter comme un déchet, me prendre tout ce que j'avais et me laisser sans rien. Le public était complètement silencieux. Il avait tort. Il ne détruisait pas ma vie. Il était en train de le créer. Les applaudissements ont résonné dans l'auditorium. La Fondation Patterson a désormais aidé plus de 15 000 femmes à se remettre d'abus financiers. Nous avons participé à la poursuite de plus de 200 prédateurs financiers. Nous avons récupéré plus de 50 millions de dollars d'actifs volés. Nous intervenons dans 47 villes des États-Unis. Les applaudissements se sont intensifiés. Mais les chiffres ne disent pas tout. La vraie histoire, c'est celle de Maria, qui a reconstruit son crédit et créé sa propre entreprise. C'est Jennifer qui a échappé à un mariage violent et qui aide désormais d'autres femmes à faire de même. C'est Lisa qui a découvert la fraude de son mari, au lieu d'en être anéantie, est devenue enquêtrice spécialisée dans les délits financiers. Jasmine a regardé le public, découvrant les visages des femmes qu'elle avait aidées, de celles qui l'avaient aidée, de celles qui poursuivaient la mission. Il y a 5 ans, j'étais une victime. Aujourd'hui, je suis entouré d'une armée de survivantes qui refusent que quiconque subisse ce que nous avons subi. Nous avons transformé nos pires expériences en salut pour d'autres femmes. Elle marqua une pause, pensant à Marcus dans sa cellule, regardant probablement ça aux informations. Aux prédateurs qui croient pouvoir détruire la vie des femmes pour le profit, vous avez tort. Chaque femme blessée devient plus forte. Chaque crime que vous commettez nous fournit davantage de preuves à utiliser contre vous. Chaque dollar volé finance les organisations qui vous attraperont. L'ovation debout a duré 5 minutes. Plus tard, à la réception, Jasmine a été abordée par une jeune femme qu'elle ne reconnaissait pas. « Madame Patterson, je m'appelle Jessica Miller. Je commence mes études de droit à la rentrée et je tenais à vous remercier. » Me remercier, pourquoi? Ma mère a été l'une de vos premières clientes. Elle avait été victime d'exploitation financière de la part de mon beau-père pendant des années. Votre fondation l'a aidée à divorcer, à récupérer son argent et à prendre un nouveau départ. Elle va très bien maintenant, mais surtout, la voir se défendre m'a appris que je ne dois jamais me laisser contrôler. Jasmine Surratt. Quel genre de droit veux-tu exercer? Poursuite judiciaire pour délit financier. Je veux mettre des hommes comme mon beau-père en prison. Le monde a besoin de plus d'avocats comme vous. Le monde a besoin de plus de femmes comme vous. Vous avez transformé la pire chose qui vous soit arrivée en la meilleure chose qui soit arrivée à des milliers d'autres femmes. Plus tard dans la soirée, de retour dans sa chambre d'hôtel, Jasmine Video a appelé l'équipe de la Fondation pour leur réunion hebdomadaire. « Comment ça va à la maison ?» a-t-elle demandé. Le visage de Carmen occupait l'écran. Toujours aussi occupé. 12 nouvelles affaires ont été traitées cette semaine, dont un recours collectif contre une escroquerie sentimentale ciblant des femmes âgées. Et la législation, Tiffany est apparue à l'écran. La loi sur la prévention des abus financiers a été adoptée en commission. Elle devrait être soumise au vote général le mois prochain. Rebecca, où en sont les chiffres? Rebecca Chin, désormais directrice financière de la Fondation, a ouvert une feuille de calcul. Nous sommes en bonne voie pour aider 20 000 femmes cette année. Les montants récupérés ont augmenté de 30% par rapport à l'année dernière. Et les nouveaux bureaux? L'ouverture de Seattle est prévue pour le mois prochain, a indiqué Angela Murphy, de l'équipe d'expansion. Portland et Denver sont prévus pour l'automne. Jasmine a observé ces femmes qui avaient commencé comme victimes et étaient devenues des leaders. Des nouvelles de notre détenu préféré? Marcus s'est encore vu refuser la libération conditionnelle, dit Carmen avec satisfaction. La sortie la plus proche possible est désormais prévue pour 2038. Encore 14 ans, songea Tiffany. Tu crois qu'il a retenu la leçon? Peu importe qu'il l'ait apprise, dit Jasmine. Quand il sortira, nous aurons aidé tellement de femmes que les hommes comme lui seront obsolètes. Après la fin de l'appel, Jasmine se dirigea vers la fenêtre de l'hôtel et contempla le Capitole illuminé dans le ciel nocturne. Demain, elle rencontrerait des sénateurs pour discuter d'une loi fédérale visant à lutter contre les abus financiers. La semaine prochaine, elle prononcerait le discours d'ouverture d'une conférence pour les procureurs. Le mois suivant,
Elle inaugurait le 50e bureau de la fondation. Son téléphone vibra, un SMS provenant d'un numéro inconnu. « Madame Patterson, vous ne me connaissez pas, mais votre fondation a aidé ma sœur l'année dernière. Elle dit que vous lui avez sauvé la vie. Je voulais juste vous remercier. » Des messages comme celui-là arrivaient chaque jour. Des femmes s'adressaient à elle pour exprimer leur gratitude, partager leur histoire et proposer leur aide à la mission. 5 ans auparavant, Marcus l'avait qualifiée de pathétique et d'impuissance. Il était tellement convaincu qu'elle disparaîtrait discrètement, brisée et vaincue. Au lieu de cela, elle était devenue la plus ardente défenseur des victimes d'abus financiers du pays. Elle avait créé une organisation qui avait aidé des dizaines de milliers de femmes. Elle avait changé les lois, influencé les politiques et créé un mouvement. Marcus avait tenté de la réduire à néant. Elle était devenue tout. Son téléphone a sonné. « Carmen, tu as vu les infos? Quelles infos? » Channel 7 vient de diffuser un reportage sur un prédateur financier de Miami qui a été arrêté parce qu'une de ses victimes a reconnu les signes grâce à nos supports pédagogiques. Il a été arrêté et on a trouvé des preuves d'au moins 50 autres victimes. C'est formidable. Jasmine, tu te rends compte de ce que ça signifie? On n'aide plus seulement des femmes individuellement. Nous changeons complètement le paysage. Les femmes s'instruisent, deviennent méfiantes, intelligentes. Ces prédateurs perdent leur avantage. Jasmine sourit en pensant aux répercussions de leur travail. Chaque femme aidée devenait capable de reconnaître les signes avant-coureurs. Chaque programme éducatif mis en place sensibilisait davantage. Chaque prédateur capturé signifiait des dizaines de futures victimes épargnées. Nous ne construisons pas seulement des fondations, réalisa-t-elle. Nous construisons un mouvement. Et tout a commencé parce que Marcus Patterson pensait pouvoir te jeter comme un déchet. Jasmine a ri, et c'était un rire sincère et joyeux. La meilleure vengeance, c'est de ne pas se venger, a-t-elle dit. Ça devient tellement populaire que vos ennemis deviennent insignifiants. En parlant d'insignifiants, j'ai une surprise pour vous. Quel genre de surprise? Consultez vos emails. Le documentaire sur la fondation vient d'être diffusé sur Netflix. Il va toucher des millions de femmes. Jasmine a ouvert son ordinateur portable et a vu le contrat. Un documentaire majeur sur les abus financiers, mettant en avant le travail de la Fondation Patterson, serait diffusé sur Netflix à l'échelle mondiale. Des millions de femmes seraient ainsi informées sur les prédateurs financiers et sur les moyens de s'en protéger. Des millions d'autres sauraient qu'une aide est disponible en cas de besoin. Marcus va vraiment détester ça, dit Carmen. Bien, répondit Jasmine. Qu'il déteste ça depuis sa cellule pendant les 14 prochaines années. Alors qu'elle se préparait à aller se coucher ce soir-là, Jasmine repensa à la femme qu'elle avait été 5 ans plus tôt. Confiante, dépendante, vivant dans le mensonge sans le savoir. La douleur de cette femme avait créé quelque chose de magnifique. Sa trahison était devenue une protection pour d'autres femmes. Son pire jour avait conduit à des milliers de jours meilleurs. Marcus avait tenté de la détruire. Au lieu de cela, il l'avait aidé à sauver le monde. Du moins, le monde des femmes qui refusent d'être victimes. Et cela, réalisa Jasmine en s'endormant, était la meilleure des vengeances. 10 ans après la condamnation de Marcus Patterson, Jasmine Patterson Williams, qui avait adopté le nom de Patricia lorsqu'il s'était associé pour développer la fondation, s'est présentée devant le Congrès pour témoigner au sujet de la loi sur la prévention des abus financiers, connue sous le nom de « Loi Jasmine ». La Fondation Patterson était désormais présente dans les 50 États et 12 pays. Elle avait aidé plus de 100 000 femmes, récupéré plus de 2 milliards de dollars d'actifs volés et contribué à la poursuite de plus d'1 millier de prédateurs financiers. Marcus Patterson purgeait la 15e année de sa peine de 25 ans. Son nom était devenu synonyme d'abus financiers dans les milieux policiers. La méthode Patterson était enseignée dans les cours de justice pénale comme exemple d'exploitation systématique des victimes. Mais Jasmine pensait rarement à lui. Elle était trop occupée à changer le monde. Dans son témoignage ce jour-là, elle a dit quelque chose qui allait être cité dans les manuels scolaires pendant des années. Il y a 10 ans, un homme a tenté de détruire ma vie parce qu'il me trouvait faible. Aujourd'hui, je suis là pour vous dire qu'il n'y a pas de force plus puissante qu'une femme sous-estimée, trahie et ignorée qui décide de se défendre. On ne survit pas comme ça. Nous prospérons. Et nous veillons à ce que personne d'autre n'ait à subir ce que nous avons subi. Le projet de loi a été adopté à l'unanimité. Il s'est avéré que la justice était la plus douce des vengeances.